Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, l'histoire d'un homme qui aura tout tenté pour devenir riche et célèbre. Gigolo, fils adoptif d'une riche américaine, mari d'un gros producteur, start-upper et même empoisonneur, toutes ces tentatives ont lamentablement échoué. Alexandre Despalières, croyant en sa bonne étoile. Avec sa gueule d'ange, Adonis irrésistible, il allait quitter sa mort de banlieue, mettre le tout Paris à ses pieds. Il aura tout tenté pour sortir de l'anonymat sans jamais parvenir à ses fins. Les producteurs qui les sortent, les jeunes garçons à qui il promet la lune et deux grosses proies. D'abord l'avocat Olivier Metzner qui s'est suicidé. Ensuite le producteur de la Warner, Peter Aikin, qui l'a tué. Derrière le séducteur se cachait un jeune loup manipulateur et menteur. Plonger dans la vie d'Alexandre Despalières, c'est plonger dans les années sida, les années fric et dans l'inconséquence d'un jeune garçon que rien n'arrête dans son ambition de devenir lui aussi un jour millionnaire et mener la grande vie. Tout cela fleure bon les années 80 et 90, à la fois heureuses, libres, insouciantes, mais aussi vulgaires. Notre invitée aujourd'hui, Sophie Bonnet, journaliste, autrice du livre Le Maître et l'Assassin, paru au printemps dernier aux éditions Robert Laffont et qui raconte toute cette histoire. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct, récit documentaire Marjolaine Corr, coordination Franck Cognard, réalisation Stéphane Combe. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Étendu sur son lit, bouche ouverte et regard vide, l'homme est inerte. Son cerveau fonctionne-t-il encore? Peut-il penser à cette vie décousue, ses affres, le procès qui l'attend? À la mort d'Olivier, celui qui l'a longtemps protégé, à Peter et ses funérailles glaciales en catimini au Père-Lachaise. Couché dans son meublé étriqué, celui qui a connu les fastes en tout genre, achève sa vie loin du clinquant et pousse son dernier soupir le 26 janvier 2022. Non, il n'y aura jamais de procès, jamais d'explication de la part de celui qui a toujours adapté son histoire à la personne qui se trouvait en face de lui. Il ne sera plus le fils caché d'Elizabeth Taylor, ni un membre de la richissime famille Rothschild. Il n'embrouillera plus ses admirateurs qu'il laissait dans son sillage, âme perdue, séduite, puis essorée. Aujourd'hui, c'est lui, ou plutôt son corps, qui a été essoré après avoir brûlé la vie par les deux bouts. C'en est donc fini d'Alexandre Despalières. Son histoire s'arrête là, à 54 ans. L'amour à mort, il connaît le bel Alexandre. Il le chante, oui, c'est lui que vous avez entendu. Lui qui vit en sursis depuis qu'il sait qu'il est atteint du VIH. Ses jours sans compter, il n'a rien à perdre. En fait, avec sa gueule d'ange, cela fait des années qu'il séduit tous ces hommes trop honteux pour assumer leur homosexualité. Grâce au Minitel, il sélectionne les meilleurs profils, les plus fortunés, les bonnes situations, journalistes, producteurs, avocats. Il leur fait cracher les billets en échange d'un moment dans leur drap, en espérant un jour tomber sur l'occasion en or. Car Alexandre a un but, quitter la Garenne-Colombe, la banlieue parisienne étriquée qu'il a vu grandir. Oh, il veut bien jouer les gigolos pour y parvenir, mais avec une idée en tête, que l'une de ses proies le mène au succès, au feu de la rampe, à la célébrité. La chanson, la comédie, peu importe. Pourvu que ça buzz, pourvu qu'on le remarque, pourvu qu'il ne soit plus un monsieur tout le monde. Et nous accueillons avec beaucoup de plaisir Alexandre Despalières. Alexandre, bonjour. Tu as eu cette émission aujourd'hui, bonjour. Beaucoup de cinéma, évidemment, c'est la sortie des films le mercredi. Oui. Le cinéma, tu connais, toi? Un peu. Bah, dis-nous pourquoi. Parce que j'ai tourné un peu, j'ai tourné dans Prof et j'ai fait un feuilleton télé. Voilà, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui t'a le plus marqué, le film cinéma ou la série télévision? C'est pareil en fait. Tu avais le même rôle, d'égale importance? Non, pas du tout. Cinéma, je commençais. Et après, tu avais un bon rôle. Un rôle un peu plus important. Et puis Alors, de plus en plus, il faut gravir les échelons. Aujourd'hui, nous t'accueillons parce que tu t'es fait remarquer dans un autre domaine, le domaine de la chanson. Un premier 45 tours vient de sortir, c'est une nouvelle aventure aussi. Tu as quel âge? 19 ans. À 19 ans, pratiquement comblé, il fait du cinéma, il fait de la chanson. Et ce disque, alors, c'est quoi? C'est une envie profonde Oui, je trouve que le cinéma et la chanson, ça se rejoint du fait que quand tu défends un personnage ou quand tu défends une musique, c'est pareil. Donc, pourquoi pas? Et puis, on verra. Mais enfin, j'ai envie de faire une carrière dans la chanson, c'est sûr. Ouais. Plus que dans le cinéma? Non. Aujourd'hui, tu consacres plus de ton temps à la chanson qu'au cinéma? Pour l'instant, oui, parce qu'il y a toute la promo du disque, mais... Ouais, mais tu as quand même des projets dans le domaine Ah oui, cinéma. dès l'année prochaine, dès février, je me remets à tourner.
En fait, ses tournages de série B, ses passages en télé-régionale, il les décroche grâce à son physique, au lit qu'il partage et aux nombreuses soirées qu'il écume dans les beaux quartiers. Autant d'occasions de dénicher de vrais amants à plumer. Un soir, son regard croise celui de Peter Aitken. Cet homme occupe un poste important à la Warner Company. Il est carrément producteur d'Elton John et de Madonna. Alors même si le physique de l'homme le rebute, Alexandre Despalières saisit sa chance. Il ne sera pas regardant, il est sur une grosse pointure, c'est le principal. Et au fil des mois, puis des années, il prend l'habitude de rejoindre le producteur dans des palaces à Miami ou à Londres. Autant d'occasions de se faire photographier avec les stars. Et puis il s'en fiche d'être séropositif. Ça ne l'empêche pas de coucher à droite et à gauche et sans protection. Mais un jour, la maladie le rattrape. Il reste alité de longs mois, couvé par Monique, sa mère. Et grâce à un médecin de famille qui connaît mal cette nouvelle maladie, Alexandre passe commande. Il lui demande des calmants, des stimulants, des psychotropes, des cachets pour maigrir, des somnifères et des anxiolytiques. Dans sa chambre, il accumule les cachets, décrypte les notices, découvre l'art du cocktail médicamenteux. Ses amants, car il en a toujours, même alité, le surnomment le Vidal, comme l'encyclopédie des médicaments. Cette période lui permet de découvrir le pouvoir que lui donnent les comprimés sur lui-même, mais aussi sur ses proches. Si Monique ou Marcel, ses parents, ou alors l'amant du moment commence à lui courir sur les nerfs, il a réduit en poudre des comprimés, les mélange et les fait disparaître dans les assiettes, provoquant nausées ou somnolence chez ses victimes. De toute façon, cette comédie ne devrait durer qu'un temps. Il a le sida, il n'existe aucun traitement, rien n'a d'importance. Mais il reprend du poil de la bête et recommence à découcher pour rejoindre ses proies fortunées. En attendant la mort ou la gloire, c'est selon. Il les plume sans le cacher à ses parents. Oui, à table, il raconte en riant comment il a dérobé 20 000 francs à tel pigeon, versé des somnifères à tel autre pour avoir la paix. Monique et Marcel savent de quel bois est fait leur fils, mais ils laissent faire. De toute façon, tout le monde tombe sous le charme du jeune garçon et personne ne semble lui tenir rigueur de ses écarts. Depuis toujours, les gens tombent amoureux de moi tellement facilement. Je les séduis. Je dégage un truc. Mais enfin, je ne peux quand même pas aimer tous les gens qui m'aiment. Je ne suis pas un gigolo, mais c'est vrai que j'ai toujours été très aidé. J'ai toujours rencontré des gens importants. Je les rencontrais n'importe où. Et j'ai cette capacité. Il suffit que je marche dans la rue et on m'arrête. « Oh, qu'est-ce que vous êtes beau !» Cela explique beaucoup de choses dans ma vie. Le drame, c'est que quand les gens n'obtiennent pas ce qu'ils veulent de moi, ils se mettent à me détester. Ils passent de l'amour à la haine, comme ça, hop, en un claquement de doigts. Et alors, à leurs yeux, je deviens un monstre. La dimension monstrueuse de Despalières va pourtant se révéler très tôt auprès de plusieurs amants. L'un d'eux se prénomme Nicolas. Nous sommes au début des années 90. Alexandre n'a pas abandonné ses rêves de célébrité. Nicolas, lui, est producteur de films et de disques. Il est jeune, beau et comme beaucoup d'autres déjà avant lui, il finira à sa botte, complètement accro. Oui, accro à la présence d'Alexandre et aux substances dont il le bourre pour booster sa concentration, dit-il. En réalité, les cachets le chosifient. Dans un état second permanent, il croit tout ce que lui raconte Alexandre. Et il se trouve que Nicolas n'est pas n'importe qui. Il peut emmener embrasser Elton John en backstage à ses concerts. Alors, pourquoi vit-il dans une chambre, à Bois-Colombes, en banlieue parisienne ? Eh bien, c'est juste une couverture pour un énorme secret. Si Alexandre connaît Elton, s'il a tant de vêtements haute couture et du cash plein les poches, c'est qu'il est le fils d'Elizabeth Taylor. La star internationale a eu un enfant caché avec le milliardaire Malcolm Forbes. Alexandre est donc riche, mais il fallait trouver une couverture parfaite pour éviter que son existence ne s'ébruite. Et Elizabeth Taylor aurait été très en colère. Nicolas, fasciné, croit tout, ne se méfie de rien. Mais s'il le croit, ce n'est pas seulement à cause d'Elton John ou des médicaments. Alexandre a peaufiné son plan en embarquant un autre amant dans l'histoire, Paul. Et ce Paul confirme absolument tous les dires d'Alexandre. D'ailleurs, il a déjà croisé Elizabeth Taylor lors de visites rendues à son fils caché. Voilà, la manœuvre est enclenchée. Alexandre passe à l'étape supérieure
Il propose à Nicolas de monter une société de production à 2 aux États-Unis, sa mère les aidera. Et il le force à partir à l'improviste un 1er janvier pour échapper, dit-il, à un nouveau coup de ses affreux parents adoptifs, les Despalières. Nicolas achète 3 billets pour New York, en Concorde. Paul est de la partie. Alexandre lui assure qu'il le remboursera. Et d'ailleurs, il fait d'office 2 chèques, l'un de 150 000 francs, l'autre en blanc au cas où, dit-il. Parce qu'avec Alexandre, l'argent coule à flot et c'est open bar pour ceux qui voudraient en profiter. Installé dans une suite luxueuse du Sunset Boulevard à Los Angeles, Nicolas ne sait pas qu'il va passer à 2 doigts de la mort. Il est sous emprise, se fait droguer à coups de somnifères pilés dans l'alcool du minibar. Fiévreux, inconscient, il reste recroquevillé dans un coin de la chambre pendant qu'Alexandre et Paul vivent sur la bête. Des fêtes, la grande vie, tout cela avec l'argent de Nicolas. La proie est exsangue, prostrée, mais encore en vie. Alors il ramène Nicolas avec eux jusqu'à Paris, puis le jette à gare sur le parvis de l'aéroport. Avec cette menace lancée par Alexandre depuis la fenêtre du taxi, « Je vais habiter l'hôtel particulier de ma mère. Si jamais tu me fais un procès, je te préviens, tu récupéreras ton argent dans 30 ans. » La descente est brutale pour Nicolas. Mais il passe outre et se tourne vers un certain Olivier Metzner pour engager des poursuites. Je crois, Maître Metzner, vous vouliez revenir sur cette idée de l'arbitraire. Tout à fait, oui, parce que là nous voyons une expérience très intéressante de théâtre. Mais il y a des gens en prison. Ce sont des gens qui sont, par l'arbitraire dont on parlait, qui sont placés à l'isolement. Mais un isolement complet. C'est-à-dire qu'il y a des personnes actuellement en prison qui, pendant des mois et des mois, passent tout leur temps seuls. Maître Olivier Metzner. Il commence à avoir le vent en poupe à Paris, cet avocat. Il s'est fait un nom en sortant d'affaires des truands et des trafiquants en tout genre. Sa stratégie ? Éplucher les dossiers à la recherche du moindre vice de procédure, la faille qui peut faire tomber une affaire. Avec cette technique, il s'est forgé une solide réputation. Et c'est bien ce qui pousse Nicolas à lui confier son dossier au début de l'année 93. Ce qu'il ne sait pas, c'est que derrière ses petites lunettes, Metzner, sérieux et méthodique, se double d'un énorme fêtard. La nuit, il écume les boîtes et les backrooms. Membre du clan Mourouzi, le présentateur du journal télévisé, il est l'ami intime d'Annie Girardot, Bernard Lavillier, ou Sylvie Vartan. Il passe des nuits à jouer aux cartes avec Jean-Luc Lahaye en fumant des cigares, à sniffer des rails de coke en buvant du whisky et à reluquer les petits minets qu'il n'hésite pas à mettre dans son lit. Aux aurores, le maître d'hôtel qu'il a embauché chasse les oiseaux de nuit et remet de l'ordre pour que le fêtard laisse place à l'avocat. Il existe une frontière étanche entre les deux facettes de Maître Metzner. Quand Alexandre Despalières apprend que l'avocat de Nicolas est ce petit homme replé qu'il a croisé à de nombreuses soirées, il est ravi. Il sait déjà qu'il est tout à fait son genre. En un claquement de doigts, il le fait tomber dans ses filets. Metzner ne résiste pas au charme envoûtant de cet incroyable manipulateur. Et peu importe qu'Alexandre soit accusé d'avoir escroqué, empoisonné un homme pour le voler, plus rien ne compte. Ainsi, le dossier de Nicolas tombe-t-il aux oubliettes, et la justice ne passera jamais. Pour Alexandre, c'est bingo. Une plainte classée et un mécène de gagné. Depuis que Metzner a lâché les truands pour les affaires politico-financières, ses honoraires ont explosé. L'homme mène grand train, et le gigolo s'installe chez lui. Dès le début, Metzner sait donc de quoi est capable son jeune amant. Et pourtant, il fonce. Un jeune premier pareil, pour lui, l'avocat mal fagoté, c'est inespéré, mais en agissant de la sorte, en protégeant Alexandre, il ne se rend pas compte qu'il lui laisse à la fois prendre l'ascendant sur lui, mais qu'il lui offre à laisser passer. Alexandre est désormais sûr qu'il ne risque rien vis-à-vis de la justice avec ses potions médicamenteuses. Pourtant... J'ai eu de sérieux soupçons. Lorsque leur père a été hospitalisé et que les médecins nous ont annoncé qu'il était bourré de médicaments. C'était étrange. Leur père était quelqu'un de très sportif, toujours en forme. Il faisait de la course à pied et il s'entraînait physiquement tous les jours. Il était obsédé par le culte du corps.
Il était toujours bronzé. Même le jour de sa mort, il était bronzé. Petra, à quel moment t'as commencé à avoir des soupçons? Ce n'est que lorsqu'il est mort, en 2002, que nous avons tous réalisé que son coma à Neuilly était lié à son décès dans le sud de la France. Il était complètement drogué, mais il niait fermement avoir pris un seul médicament. Je n'avais pas encore fait le rapprochement avec Alexandre. La famille n'a jamais tenté de savoir comment leur père s'était intoxiqué. Ils ont laissé tomber comme si ça n'était jamais arrivé. Incroyable. Oui, incroyable. Et comment as-tu soupçonné Alexandre? Ce n'est que quand on nous a annoncé sa mort par téléphone que Marc et moi avons immédiatement compris qu'Alex avait tué son père. La femme qui vient de s'exprimer, c'est l'ex-belle-sœur d'Alexandre Despalières. Elle raconte à Carl Zéro, dans son enquête L'invraisemblable Alexandre Despalières, comment les frères d'Alexandre se sont mis à douter de lui. C'est vrai qu'il n'est pas courant d'avoir 4 morts suspectes en une seule année dans la même famille. Nous sommes début 2000. Une décennie s'est écoulée depuis sa rencontre avec Olivier Melzner. Une décennie à virevolter, vivre au crochet de l'avocat, mais aussi de Peter Aikin. Le garçon a fait une croix sur ses rêves de célébrité. Mais il a eu le temps de tester sur tous ses amants de passage, ses mélanges de médicaments. Il en assomme plus d'un, sans jamais les achever. Ça, il le réserve à sa famille. Ses parents, Monique et Marcel, sont devenus des boulets pour l'ambitieux jeune homme. Il lui rappelle ses origines médiocres, la banlieue, le manque d'ambition. D'abord, Marcel, le père. Une première alerte. Il sombre dans le coma 2 jours entiers. Les médecins à son réveil sermonnent la famille. Il a failli y passer. Il faut l'empêcher de prendre autant d'anxiolytiques et d'antidouleurs à la fois. C'est un miracle qu'il ait survécu. Marcel, lui, est sûr pourtant de n'avoir avalé aucun médicament. C'est à n'y rien comprendre. À son retour de l'hôpital, Alexandre, qui ne s'entend pourtant plus avec lui depuis longtemps, lui propose de l'emmener se reposer dans le sud. Il le choisit, lui prépare une soupe bien relevée pour le dîner. À 3h du matin, Marcel râle, se tord et meurt. Ensuite, la grand-mère paternelle, 101 ans. Elle vit en maison de retraite. Alexandre lui rend visite. La très vieille dame fait un malaise juste après son départ. C'en est fini. Mais à cet âge, qui va vérifier la raison de son décès? Vient ensuite le tour de la grand-mère maternelle. Prise de vertige, elle est hospitalisée. Alexandre lui rend visite quotidiennement, la fait manger, s'assure qu'elle est bien hydratée, jusqu'au jour où, encore une fois, après son départ, elle rend l'âme. C'est mort, c'est autant d'héritages successifs, 2 maisons à vendre, 2 bulletins à se partager. Enfin, il reste Monique, la maman chérie devenue Oni, la grosse Monique, comme il l'appelle désormais. En juin 2002, ils partent ensemble aux Bahamas, entre mère et fils. À leur retour, Monique meurt dans la nuit. Toujours le même scénario, à côté du corps, une pile de médicaments. Mais cette fois, on trouve 2 lettres sur la table de la cuisine. Les policiers comparent l'écriture avec un carnet, c'est bien la sienne. Alexandre a donc le droit de faire incinérer sa mère au plus vite, comme pour les autres. Mais dans l'entourage, on sait très bien que Monique n'a jamais été capable d'écrire de longues phrases soutenues et structurées comme celles qui composent ses lettres. Et pourtant, personne ne va porter plainte. Alors Alexandre argumente, tranquille. Une de tes ex-belles-sœurs t'accuse du meurtre de tes parents. Le meurtre de mes parents, ça a été un peu lourd à digérer. Qu'est-ce que tu lui réponds? Rien. Rien, c'est tellement bête. Tes parents, tu t'entendais bien avec eux? J'adorais. Et ils sont morts de quoi? Mon père a fait, je crois, une rupture d'anévrisme et ma mère n'a pas supporté ça. Elle est morte 1 an après. Je peux même pas exprimer à quel point j'étais détruit. J'étais tellement détruit que je suis parti le plus loin possible. Alexandre Despalières a donc tout liquidé. Amants, parents, grands-parents. Sauf que certains commencent à s'interroger sérieusement sur le rôle qu'il a joué dans leur mort. Alors, l'homme s'évapore. Il s'envole de l'autre côté du globe, à Beverly Hills.
À ses côtés, parce qu'Alexandre n'est jamais seul, son amant du moment. Il s'appelle Jérémy. L'héritage est tombé, le gigolo claque la porte d'Olivier Metzner un matin, sans le prévenir qu'il part refaire sa vie en Californie après 10 ans de quasi-vie commune. Désormais, vous trouverez Alex et Jérémy dans un hôtel milliardaire à $1 200 la nuit. Parfois, Alexandre envoie Jérémy tapiner un peu quand les réserves d'argent baissent. Parfois, il reçoit encore des fonds d'Olivier qui n'arrivent pas à décrocher. Mais Alexandre est ici pour ferrer un gros poisson. Et pour une fois, ce poisson est une femme. Elle est richissime. Son français est parfait. Elle est d'origine marocaine et elle se nomme Simone Becker. Elle aussi vient d'enterrer et son mari et son beau-fils morts dans des conditions brutales. Elle aussi va succomber à son charme. Quand il la rencontre, Alex joue la carte du riche fils éploré. Il est venu à Beverly Hills se consoler de la mort de ses parents adorés. Un choc, lui qui doit affronter déjà la maladie, une tumeur au cerveau qui ne lui laisse que quelques mois à vivre, annonce-t-il à la veuve. Et puis il a un problème. Ses frères sont des êtres cruels. Alors il refuse de leur léguer sa fortune. Donc, il cherche un ou une héritière. Quelqu'un qui pourrait récupérer ses appartements de Park Avenue à New York, par exemple. Devant ce récit poignant, Simone tombe folle d'amour maternel pour ce garçon perdu. Alors, ni une ni deux, elle propose de l'adopter. Et pour cela, elle est prête à mentir devant le tribunal. Oui, quelques arrangements avec la vérité devant le juge, et le tour est joué. Il vient de Paris. Nous nous connaissons depuis 18 ans, depuis qu'il a l'âge de 16 ans. Et aussi sa mère et son père. Et ce qu'il s'est passé, c'est que sa mère s'est suicidée. Voilà, c'est ça l'histoire. Je les connaissais si bien. J'étais une amie très proche de sa mère, Monique Despaillés. Et quand il m'a dit que sa mère s'était suicidée, ce qui m'a le plus impressionné à propos de ce jeune homme, c'est qu'il savait que j'étais sur le point d'enterrer mon beau-fils, Christopher Becker, le 23 septembre. Et ce qui m'a touchée est que je vais au Beverly Hills Hotel tous les week-ends. Je n'y vis pas, mais j'y vais pour me reposer. Et le samedi 20 septembre, je l'ai vu entrer. Je lui ai demandé « Pourquoi es-tu là ?» Il m'a dit « Je suis venu juste pour te soutenir, pour l'enterrement de ton beau-fils. » Et la dame a craqué. Avec cette adoption, chacun pense également faire le coup du siècle. Le 8 octobre 2002, Simone devient sa petite maman chérie. Elle lui offre caviar, Rolex et manteau de vison. Alexandre Despalières termine sa mue, il devient Alex Becker, le fils de la grosse Monique, s'efface. Mais Alexandre a des failles. La principale, c'est de ne jamais tenir la longueur. Après avoir joué un jeu et un temps pour embobiner sa nouvelle mère, il relâche la pression. Dès la soirée d'adoption, il lui demande d'être inscrit au plus vite sur son héritage. La veuve n'en revient pas. Comment peut-il s'en préoccuper, tout de suite d'ailleurs, et alors que les chances pour qu'il meure en premier à cause de sa tumeur sont si grandes? Elle est scandalisée et le doute l'assaille. Alors elle engage un détective qui file à Paris, remonte la piste jusqu'à Metzner et découvre la vérité. Son fils chéri est sans le sou et certainement pas atteint d'un cancer au cerveau. L'adoption fait long feu. Simone croise Alexandre une dernière fois. Elle lui annonce qu'elle va révoquer l'adoption. Lui ne s'y attendait pas. Mais heureusement, il a toujours quelques médicaments qui traînent au fond de sa poche. Alors il les broie discrètement aux toilettes, parvient à les disséminer dans le verre et le plat de Simone. À la sortie du repas, d'atroces maux de ventre la tordent de douleur. Et elle en est sûre, Alexandre a tenté de l'empoisonner. Pourtant, elle aussi renonce à porter plainte. Elle préfère régler rubis sur l'ongle la note faramineuse qu'il laisse à l'hôtel, réclamer qu'il soit mis dehors sur le champ et s'assure que plus jamais elle ne recroisera ce fils maudit. Retour à la case départ. Mais Alexandre n'est jamais à court d'idées. Cette fois, il sera start-upper.
Pour commencer, pour assurer ses arrières, il file se rabibocher avec Olivier Metzner, qui devient à nouveau son mécène. Puis il crée une société et s'octroie le titre de PDG. Puisque l'adoption a capoté et qu'il n'a pas obtenu les papiers de résident, il parvient à charmer une franco-américaine avec ses fariboles habituelles. Si elle se marie avec lui, elle héritera de sa fortune, puisque dans cette histoire, il est un fils Rothschild, rappelons-le. Toujours la même rengaine, les mêmes escroqueries, la même cour de prétendants, hommes et femmes autour de lui, prêts à satisfaire la moindre de ses exigences. Accompagné d'un geek qu'il fait passer pour le fils de Carlos Slim, un milliardaire mexicain, il démarche les investisseurs en leur présentant un clip de leur produit révolutionnaire, la commercialisation de vidéos. Fiverr.com brings us to the next level of video streaming to users around the world. And you have access to all types of content, sports, movies, music, the just plain weird, and it's all free. And one of the coolest parts about Fiverr is that you can be the star of your own live show. And it's only getting better. Utilizing Microsoft's new Silverlight player, you'll not only be able to receive streaming video to your cell phone, but be able to broadcast from it as well. The future is Fiverr. What's yours? En réalité, les journées s'étirent. La réputation du petit groupe finit par les précéder. Ça veut dire que plus rien n'est possible ici et qu'il faut rentrer en France. De retour, la bande reste accrochée à Alexandre et tous s'entassent dans un petit appartement parisien. C'est la débâcle. Piteux, le gigolo tâche de reprendre sa place aux côtés d'Olivier Metzner. Mais ce dernier a installé un autre garçon dans sa chambre. Et bien qu'à cela ne tienne, Alexandre partagera. Il n'est pas de ceux qui lâchent une proie facilement. En attendant, il faut en trouver une autre, car l'argent ne coule plus à flot. Alors, Peter remonte à la surface. Peter, c'est le producteur australien de la Warner. Il vit entre Londres et Sydney. Avec lui, il y a une belle carte à jouer. Mais cette fois, pas d'empressement. Alexandre va bien préparer son coup. Depuis 1988, Peter compte parmi les bienfaiteurs d'Alexandre. Il se voit par intermittence, se perd plus ou moins de vue dans les années 2000, mais Alexandre est sûr qu'il peut séduire celui qui est désormais un jeune retraité. Donc il reprend contact, quelques mails pour raconter innocemment comment la chance lui a souri, adopté par une riche américaine, il a fait fortune, il détient plusieurs sociétés d'informatique, tout ça d'ailleurs. Il y a un salon, oui, auquel il doit se rendre à Sydney, ce serait l'occasion de recroiser ce bon vieux Peter. Une fois sur place, la proie est mûre. Le Golden Boy, toujours aussi séduisant, tombe dans les bras de Peter. Et une véritable lune de miel commence. C'est en tout cas ce que croit l'ancien producteur, jusqu'à ce que son amant lui fasse une annonce tragique. Il lui dit que ses jours sont comptés. Il est contaminé par le sida. Mais il a aussi 2 tumeurs au cerveau. Vous comprenez, il n'a plus de temps à perdre. Et puis il y a ses sociétés. Qui va gérer tout cela lorsqu'il sera mort? Peter, qui a occupé des postes importants à la Warner, pourrait peut-être en hériter. Encore une fois, l'unique solution pour éviter que son patrimoine ne tombe entre les griffes de ses abominables frères, c'est un contrat qui se dessine, et c'est le mariage. Ce sera chose faite à Londres en quelques semaines après. En gage d'amour, Alexandre signe sur le champ un certificat de cession d'actions. L'étau se resserre sur Peter, secoué par toutes ces nouvelles, et peut-être déjà un peu par quelques médicaments jetés dans sa nourriture. Dans l'ombre d'Alexandre, Jérémie, toujours là, et celle qui est désormais son ex-femme, l'aide à tirer les ficelles, à rendre ses mensonges crédibles. Le 11 octobre 2008, la cérémonie de mariage est sobre, en petit comité. Peter, lui, se sent de plus en plus souvent faible, somnolent. Son foie fonctionne mal. La lune de miel a des goûts de fin du monde. Peter ne sait pas que son corps va bientôt le lâcher, trop détraqué par les quantités délirantes de Doliprane qu'il ingère, mélangées à d'autres substances dans tous les plats que lui prépare son nouveau mari. Le compte à rebours est lancé. Il ne sera pas long. Le 12 novembre 2008, en effet, Peter meurt. 1 mois et 1 jour après leur union. C'est exactement le délai nécessaire en Grande-Bretagne, où l'union civile a été célébrée, pour que le dernier survivant puisse hériter de son conjoint. La cérémonie est bâclée, triste et glauque, comme s'en souvient John Reed, le meilleur ami de Peter, au micro de Carl Zero.
C'était dans un sous-sol au Père-Lachaise, une cérémonie effrayante. Le cercueil était là, quelqu'un a prononcé quelques mots en français. La musique était épouvantable. Une façon étrange de dire au revoir à Peter avant son incinération. Nous étions à peine 7 ou 8. Un après l'autre, nous avons posé une fleur sur le cercueil et nous sommes partis, laissant ainsi Alexandre là, en pleurs, inconsolable. Mais cette fois, tout échappe à Alexandre. L'entourage de Peter se braque pour qu'il ne touche pas l'héritage et dépose une plainte pour assassinat. Pour assurer sa défense, Alexandre choisit tout naturellement Olivier Metzner. Mais le navire prend l'eau de toutes parts. D'abord, l'histoire est trop grosse pour Olivier qui lâche Alexandre. La garde à vue, la prison, un énorme ressentiment qui monte. Libéré pour raison de santé, Alexandre n'a plus qu'une idée, se venger d'Olivier. Alors il fonce chez Maître Herzog, l'ennemi juré de Metzner, et il déballe tout, les nuits d'Olivier, l'entretien des gigolos et 1000 détails compromettants. Dans la presse, opportunément, l'affaire de la mort de Peter Aikin apparaît, et l'article cite le nom de Maître Metzner à côté de celui de l'accusé, Alexandre. La frontière entre les jours et les nuits de l'avocat n'est plus étanche. Dorénavant, tout le monde sait qu'il a entretenu un gigolo accusé d'assassinat. Mais la justice est lente. Alexandre vivote en Normandie, une terre vierge pour ses escroqueries. Et plusieurs femmes en font les frais. Alors que l'enquête pour le meurtre de Peter Aikin ne bouge plus, il se met en tête de récupérer Olivier. L'avocat, lui, s'est réfugié au large de la Bretagne. Il a acheté l'île de Boedic et s'y rend le week-end. Il va mal. Lui aussi est atteint du sida. Sa santé se dégrade. Harcelé par Alexandre qui vient l'attendre au port, Olivier embarque pour son île, mal en point. Il abandonne la partie. C'est au large de l'île de Boedic, sa fastueuse propriété, que le corps d'Olivier Metzner a été retrouvé. Sur place, les gendarmes ont saisi une lettre de sa main où il évoquerait son envie d'en finir avec la vie. La thèse du suicide est donc privilégiée par la justice. Une autopsie aura lieu demain. L'avocat aurait choisi de mourir dans cette île bretonne qu'il avait achetée il y a 2 ans. Avocat solitaire et secret, collectionneur de Havane et d'affaires délicates, il aimait traquer les erreurs de procédure. Son acharnement et ses répliques parfois cinglantes pouvaient déplaire. Sa mort a surpris ses confrères. Derrière le monolithe professionnel qu'il affectait d'être, tout d'un coup on voit qu'il y a un être plus sensible qu'on ne l'imaginait, avec ses failles, ses fragilités, et c'est celui-là qui m'émeut. Ça n'a jamais été le confrère. Olivier Metzner incarnait réussite professionnelle et financière. L'avocat est mort en solitaire au large d'une île bretonne. Alexandre n'est même pas convié aux funérailles. Sa vie, qui se racornit de jour en jour, va s'étriquer, finir dans un meublé minable. Pour échapper à la justice, il est prêt à tout, même arrêter son traitement contre le sida. C'est ce qui le perdra, signant à son tour son arrêt de mort. Alexandre voulait s'extraire de sa condition de banlieusard, il y est retourné. Il voulait la richesse, il était réduit aux petites combines pour survivre. Il voulait la célébrité, il restera un anonyme, mais il ne sera jamais jugé. Sa seule victoire, finalement, posthume. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le dossier Alexandre Despalières dont nous parlons avec Sophie Bonnet, notre invitée. Bonjour. Bonjour. Journaliste, autrice du livre Le Maître et l'Assassin, c'est plus de 500 pages, paru au printemps dernier aux éditions Robert Laffont. Je dis plus de 500 pages parce que ça donne une enquête fouillée, très fouillée, sur la vie entière d'Alexandre Despalières, mais aussi sur celle de l'avocat Olivier Metzner, qui est un deuxième personnage important dans cette histoire. D'abord, pourquoi vous êtes-vous intéressé à cette histoire-là? Qu'est-ce qui vous a motivé? Qu'est-ce qui vous a interpellé? Ces 2 êtres de fiction, c'est des gens qu'on ne pourrait pas inventer. J'avais jamais pensé que ces 2 vies puissent s'emboîter de manière aussi incroyable. Et c'est des choses qui paraissent invraisemblables. C'est un mélange de meurtre, d'argent, de politique. C'est complètement fou. J'avais parfois moi-même de la peine à y croire. Et ce que nous racontons n'est pas, dans le récit de l'affaire sensible, n'est pas qu'une goutte d'eau dans la mer, mais c'est loin d'être l'ensemble de tout ce qu'il a fait. Absolument. Ça a duré pendant des années. Donc ces 2 vies sur lesquelles c'est une enquête qui m'a pris plus de 5 ans, qui a fini par me hanter. Enfin, c'est quelque chose qui m'obsédait jour et nuit. Je voulais absolument trouver la vérité
enquêter, savoir si Alexandre était vraiment un assassin, parce qu'à l'époque où je le rencontre, moi c'est en 2013, c'est quelqu'un que je vais voir des dizaines de fois, c'est quelqu'un d'absolument délicieux. Alors il me donne rendez-vous dans des palaces, c'est quelqu'un de incroyablement beau, cultivé, fascinant, enfin il a un côté complètement solaire, c'est vraiment quelqu'un de charmant, et moi les premières fois où je le vois, je me dis cet homme-là, il est innocent, il ferait pas de mal à une mouche, et j'ai mis beaucoup de temps à finalement comprendre qu'il y avait des choses qui étaient un peu étranges, qui collaient pas. Et donc c'est un manipulateur absolument redoutable. Et alors j'ai retrouvé des dizaines et des dizaines de gens qui ont été empoisonnés. Alors parfois des dizaines et des dizaines. Ah oui, vraiment. C'est quelqu'un qui a réussi à mettre sous emprise un nombre de gens considérable. La plupart ne sont pas connus. Enfin, j'ai encore été contactée dernièrement par un homme politique. Enfin, c'est quelqu'un qui a vraiment réussi à mettre sous emprise des gens de toutes conditions. Et même des gens puissants, célèbres, il a mis tout Paris dans son lit. Oui, c'est quelqu'un qui était assez fascinant, qui a une vie assez incroyable. Alors empoisonnement, ça ne veut pas dire suivi de mort, non, pas absolument. forcément. Ça peut être quand même de grands dérangements, des souffrances aussi. Mais... La plupart du temps, c'était toujours dans un but économique. Il cherchait un intérêt, et c'était pour récupérer de l'argent la plupart du temps. Finalement, les gens qui sont morts, c'est vraiment une minorité. Son but, c'était de mettre les gens sous emprise pour en récupérer un bénéfice économique, et ça marchait très bien. Très bien. Alors on voit qu'au début il veut être connu, il passe par la chanson sur un réseau régional. Faut bien commencer quelque part. Oui. Mais enfin ça c'est pas aller loin, et on a l'impression que ces rêves de notoriété s'effacent au profit de rêves d'argent. C'est ça, il y a un moment où il se dit je suis jamais connu, moi que je fasse du fric quoi. C'est quelqu'un qui a toujours été très beau dès l'enfance, et il s'est construit vraiment dans cette certitude-là qui lui a été amenée par sa famille proche, que de toute façon la gloire lui était acquise. Et donc, dès qu'il était enfant, dès qu'il avait 5 ans, 8 ans, on lui demandait ce qu'il ferait avec l'argent de ses disques d'or. Donc, il s'est vraiment construit dans cette certitude-là. Il allait être présentateur de télévision, acteur. Enfin, ça n'avait guère d'importance, mais la gloire était à portée de main. Et à partir du moment où il apprend qu'il est contaminé par le sida et que donc la mort est prochaine, c'est quelque chose que lui vit de manière, incroyablement injuste. Comment est-ce que le destin peut lui jouer un tour comme ça, alors que c'était convenu qu'il allait devenir une star. Et donc, à partir de ce moment-là, il vrille complètement moralement. Alors lui, il vend son âme au diable. Alors c'est quelque chose qu'il fait en s'imaginant qu'il va récupérer quelques années de vie supplémentaires, la gloire, et puis après, advienne que pourra. Et donc, c'est aussi ce qui va lui permettre, entre guillemets, de ne plus avoir du tout de barrière morale. C'est quelqu'un pour qui, très rapidement, le bien et le mal le plus élémentaire s'effacent. Et donc, il arrive à empoisonner des gens, excroquer des gens, sans aucune forme de culpabilité. Oui, vraiment, et c'est quelqu'un qui était sûr que tout lui était dû. Et finalement, il ne comprend pas, et ça c'est vraiment toute sa vie, ça va être comme ça, il ne comprend pas que les choses ne se passent pas comme convenu. C'est quelqu'un qui avait beaucoup de grandes capacités. Il peignait très bien, il parlait très bien, il était très beau, il aurait pu faire de grandes choses. Oui. Alors évidemment, sa mégalomanie n'en est pas apparemment entièrement responsable, son entourage aussi finalement. Ouais. Ses parents par exemple, qui sont ses parents, comment ils réagissent avec lui? Apparemment ils le laissent faire, ils sont pas alertés quoi. Sa mère l'adore particulièrement. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très très fort. Elle prendra sa défense jusqu'au bout, même quand elle aura la certitude que son fils est un assassin. Et son père est quelqu'un de beaucoup plus trouble qui disait à Alexandre, mais à ses fils de manière générale, tout ce que vous pouvez avoir par votre beauté, prenez-le. N'ayez pas de crainte ou prenez-le, prenez tout ce que vous pouvez. Et donc, il a élevé ses fils en leur donnant des prénoms d'empereurs et en étant persuadé que quelque chose allait tirer la famille d'Espalières. Parce qu'en fait, il se vivait comme étant un peu dans une espèce de marasme, et tout ce qui n'était pas du tout le cas. Mais quelque chose allait leur permettre, de manière générale, familialement, de s'extraire et puis de s'élever comme ça, voilà. Et donc, quand il voyait Alexandre raconter qu'ils étaient une espèce de famille adoptive, de rien du tout, et qu'en fait, il était le fils d'Elizabeth Taylor, de Roger Moore, des trucs complètement extravagants. Il ne disait rien, voilà. Mais les gens gardaient le silence, voilà. Mais de la même manière que quand Metzner, très rapidement, a la certitude que son amant est un assassin, il sait qu'Alexandre est un empoisonneur, il ne dit rien non plus. Ouais. C'est quelqu'un qui avait l'art de mettre les gens sous emprise. Metzner, on va en parler après avoir écouté Arctic Monkeys, There's a Better Mirror Hole.
Sophie Bonnet, je vous pose la question qui pourrait paraître étrange, mais c'est dans votre livre, donc je peux y aller sans problème. Vous n'avez pas eu peur d'être empoisonné, vous non plus Si. Ah oui. En fait, un jour, je prends un café avec le dernier mari d'Alexandre Despalières, et je vais être très malade. Enfin, la scène est assez étrange, je la raconte parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Et en fait, je suis très malade après, et à partir de ce moment-là, j'aurai jamais de certitude sur ce qui s'est passé, mais à partir de ce moment-là, je ne vais plus boire une goutte de rien du tout. Voilà. Et je vais être encore plus méfiante que je ne l'étais. Mais oui, j'ai eu peur, oui, bien sûr. Bon, on est passé assez vite sur les dernières années de la vie d'Alexandre Despalières, notamment entre la mort d'Olivier Metzner et janvier 2022. Comment est-il vécu dans ces dernières années? Est-ce que pendant ces dernières années, la maturité arrivant, peut-être, il a fait un examen de conscience et que la frontière entre le bien et le mal, qu'il semblait ignorer, est devenue quand même réelle, quoi? Pour moi, c'est un être qui est devenu au fil du temps de plus en plus machiavélique. C'est vraiment quelqu'un qui était incroyablement effrayant, vraiment. Et il est mort sans avoir eu ce qu'il avait espéré, ce qu'il pensait pouvoir obtenir. Et donc, il a décidé de se jouer de la justice parce qu'il voulait absolument pas être jugé. Donc c'est quelqu'un qui ne sera jamais jugé. Ça paraît complètement incroyable. Ses complices ont été jugés là en juin dernier et l'avocat... Il aurait certainement pris très cher. Voilà, l'avocat général disait qu'il y avait très peu de doutes sur la culpabilité. Moi, j'ai retrouvé des gens à qui Alexandre avait demandé d'aller assassiner sa grand-mère. Enfin, il y a très peu de doutes sur ce qu'il a fait. Il est resté dans un état comateux pendant plus de 3 ans. C'est quelque chose d'invraisemblable parce que après moi je fréquentais beaucoup les hôpitaux avec son dernier mari et les médecins nous disaient la semaine prochaine il est mort, il va mourir, et Alexandre ne mourrait jamais. C'était quelque chose de complètement invraisemblable et il était dans un état physique très impressionnant. Lui qui était si beau, aussi solaire, je me disais toujours s'il s'était vu finir comme ça, il en aurait été malade, quoi. C'est vraiment, non, il était dans un état indescriptible et de grande souffrance. Il avait l'air de beaucoup souffrir. Alors bon, je ne sais, je peux pas. Il y a peut-être un côté nuit fauve, Cyril Collard, juste pour cette approche de la maladie, continuer à vivre sans protection, dans une démarche un peu nihiliste comme ça. C'était pour se venger. Après c'est pas du tout un jugement, c'est un constat, évidemment. Non, il a contaminé beaucoup de gens. Moi, il y a beaucoup de gens qui me contactent encore aujourd'hui pour me dire j'ai été contaminé par Alexandre. Enfin, il a nui à un nombre de gens incroyable. Alors, il y a ceux qui sont morts, évidemment, mais il y a ceux qui ont tout perdu. Il a ruiné des gens. Pendant un certain nombre d'années, en fait, quand il savait que quelqu'un de connu avait le sida, il s'arrangeait pour coucher avec cette personne-là, et ensuite il le faisait chanter en disant c'est toi qui m'as contaminé, paye-moi, sinon je répands ce bruit dans tout Paris. Et donc c'était quelqu'un qui était capable de faire des choses absolument insensées d'un point de vue moral, quoi. Et il était ouvertement toxique dans tous les sens du terme. Oui, c'est quelqu'un il était très impressionnant. Les psychiatres ont dit qu'il avait une faille narcissique. Alors c'est vrai qu'il c'est moins qu'on puisse dire. Poussé à l'extrême. C'est la seule. Je veux dire, on lui a pas trouvé de maladie mentale, quoi. Mais c'était vraiment quelqu'un pour qui les autres n'étaient que des objets à sa disposition et il pouvait les utiliser comme des jouets, quoi. Et donc il a fini par mourir, voilà. Mais en fait, il est mort du Covid finalement, mais il était c'est le Covid qui l'a achevé. Voilà, en fait. mais il était dans un état indescriptible. Et ce qui est fou, c'est que moi j'avais fini par nouer des liens avec beaucoup de ses victimes. Et quand j'ai annoncé aux gens en janvier qu'il était mort, personne ne me croyait parce que la mort a été rendue publique bien après. Et en fait, les gens me disaient mais non, il peut pas être mort, il t'a menti. Alors que j'avais amené les vêtements à la morgue, je savais très bien qu'il était mort, quoi. Mais en fait, jusqu'au bout, il a réussi à mettre un nombre de gens incalculable sous emprise. Olivier Metzner, on se souvient de cet avocat qui était un avocat extrêmement respecté parce qu'on savait qu'il était excellent. C'est un ténor du barreau. Que vient-il faire dans cette galère? Bien sûr, bien qu'on y ait répondu dans le récit, mais peut-être que vous pouvez apporter d'autres éléments, parce que c'est quand même un homme aussi intelligent comme ça, qui se laisse embarquer. C'est quelqu'un qui, moi, a fini par beaucoup me toucher. C'est quelqu'un qui a grandi, là aussi, dans la certitude qu'il était très laid, parce qu'on lui répétait tout le temps, et qui s'est construit dans cette conviction qu'il était tellement laid que personne ne pourrait l'aimer pour ce qu'il était, et qu'il faudrait forcément qu'il paye pour ses amours, pour ses amitiés, pour son travail, etc. Et donc, de toute façon, il s'est fait à l'idée très rapidement, très jeune, qu'il devrait avoir des gigolos. Il a été entouré d'une nuée de gigolos très rapidement. Alexandre était le principal et il était, il avait accepté l'idée qu'il devait payer de manière très large comme ça pour s'assurer l'amour de ces jeunes hommes. Et il était fou amoureux d'Alexandre. C'est quelqu'un qui l'a vraiment infiniment touché, infiniment marqué. Quand Alexandre s'en va, il est fou de douleur. Et en fait,
il pense qu'il va pouvoir s'en libérer. En fait, s'il rompt avec Alexandre, c'est parce qu'il a peur du scandale, tout simplement, parce il comprend qu'Alexandre va l'entraîner dans sa chute, mais il se débarrassera jamais d'Alexandre. Enfin, je veux dire, Alexandre sait trop de choses, il y a beaucoup de secrets. Puis s'il est fou amoureux, c'est une raison qu'on ne peut pas juger. Hein. Ouais, alors après, il y a l'amour, et puis il y a aussi beaucoup d'histoires d'argent, beaucoup d'histoires de sexe. Il l'a fait chanter, Alexandre l'a fait chanter jusqu'au bout. Toute dernière chose, il nous reste 20 secondes. Vous préparez un documentaire ? Les droits du livre ont été vendus pour une série documentaire et fiction. Voilà. Et moi, j'imagine un film. J'imagine Pierre Ninet là, dans le rôle. Il y aura un film. Bon, il y aura un film de fiction. Il y aura beaucoup de choses. Oui. Bien, Sophie Bonnet, merci infiniment. Votre livre s'appelle Le Maître et l'assassin, publié chez Robert Laffont. Merci. Au revoir. C'était Affaires sensibles aujourd'hui, l'histoire d'Alexandre Despaliers.